je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan lecture de juillet et août. J'ai lu 13 romans. Et oui, 13 romans cet été. Le fait est que, étant toujours en recherche d'emploi, je n'ai pas pu partir en vacances et du coup, j'en ai profité pour lire beaucoup. Du coup, je vais vous présenter tout ça par chaque challenge auquel j'ai participé. Donc, je vais commencer par faire un très court bilan des 2 seuls romans que j'ai lus pour le challenge de Linda Quill, Été glacé. Puis j'ai 4 romans à vous présenter pour le Young Adult Romance Challenge de la bouquinade. Et enfin, tout le reste, c'est des lectures que j'ai fait pour le Ice Cream Summer Challenge, qui est du coup le challenge où j'ai eu le plus de lectures et où mon bilan est le plus satisfaisant. J'ai eu pas mal de bons coups de cœur, mais du coup, comme j'ai 13 romans à vous présenter, je vais essayer d'être assez bref dans chacun de mes avis et je vous propose de commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Donc pour commencer, j'ai lu le premier tome des signes annonciateurs de Jean-Baptiste Piotto pour le challenge de Linda Quill Été glacé. Alors là pour le coup c'est vrai que ça se déroulait pas en été mais dans les montagnes puisque c'est une saga de fantastique qui se déroule vraiment dans la commune voisine, donc je peux pas faire plus local que ça se déroule à Kroll pendant une époque médiévale. Et enfin même avant médiéval, c'est avant l'an 1000 et donc quand l'an 1000 s'annonce, il y a tous les prophètes qui pensent que ça va être la fin du monde et notamment plusieurs effets météorologiques et écologiques étranges pour les gens de cette époque qui s'annoncent. Et on va suivre notamment un groupe d'amis de Jian et qui a une douzaine d'années qui vont essayer d'enquêter sur ces différents événements écologie et bouleversements qui se déroulent en ce moment avec des événements plus ou moins étranges. Donc voilà, c'était une lecture. Alors c'est vraiment très très court, c'est pour de la jeunesse. Pour le moment, je n'ai lu que le premier tome, mais je pense que les autres, je vais vraiment tous me les enchaîner parce que, comme je le disais, ce sont vraiment des très courts romans. Il me semble que c'est de l'auto-édition et c'est un auteur de ma région, donc qui habite ma commune voisine. Donc voilà, au cas où, si ça vous plairait, sachez que ça se déroule du coup à Kroll, un petit village dans la région grenobloise, et que c'est assez sympa pour la jeunesse. Il conseille de les lire à partir de 12 ans. Donc si vous cherchez du fantastique historique, ça peut le faire. Ensuite, ma deuxième lecture pour le Pumpkin, c'était Mystery of Thorn Manor. Donc la suite de Sorcery of Thorn que j'attendais avec tant d'impatience. J'ai beaucoup aimé cette mini-suite, donc c'est pas vraiment une suite, si on peut dire que c'est une suite, mais ça se déroule dans le château de Nathanaël. Et je l'ai lu vraiment en une soirée, c'était très 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 court. Et j'ai adoré retrouver les personnages, l'ambiance de Margaret Rogerson dans ce manoir et tous les mystères qu'on apprend à découvrir au fil de ce roman. Tout ce qui entoure la famille de Nathanaël, c'est toujours hyper intéressant, même dans Sorcery of Thorn. Là, du coup, j'étais très contente d'en apprendre un peu plus. Et puis comme je le disais, vraiment retrouver toute l'ambiance autour de la plume de Margaret Rogerson et son style de narration, mais aussi de ses descriptions par rapport au manoir. J'adore vraiment les descriptions qui entourent les manoirs. Et c'est vraiment... c'est très court, donc j'ai pas trop à vous dire dessus. Si en plus vous n'avez pas lu Sorcery of Thorn, lisez Sorcery of Thorn et puis découvrez cette petite suite bonus du coup où on retrouve avec plaisir Elisabeth et Nathanaël dans ce conte hivernal qui moi ça m'a un peu fait penser à la petite suite de La Belle et la Bête quand on retrouve La Belle et la Bête en tant que couple et voilà, ça m'a fait penser à ça en mieux construit parce que bon, cette mini-suite de La Belle et la Bête n'est pas des plus extraordinaires. Là, c'est... Si vous avez aimé Sorcery of Thorn, lisez-le.
Ensuite, du coup, on passe aux 4 romans que j'ai lus pour le challenge de la bouquinade. Donc, c'est le challenge roman young adult ou young adult roman challenge. Et du coup, j'ai lu 4 romans. J'en ai pris un qui n'était pas dans ma pile à lire de base que j'ai emprunté à la bibliothèque. Il s'agit de Sous le sceau de l'hiver, écrit par Hermine Lefebvre. Donc, je vous mets la couverture juste ici. C'est un coup de cœur. Vraiment, enfin, c'est un coup de cœur. C'est un mini coup de cœur. C'est Hermine Lefebvre, je vous en ai déjà parlé dans mon tout premier bilan que j'ai posté sur la chaîne où j'avais adoré Cathédrale qui était vraiment ma lecture préférée depuis le début de l'année. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle avait écrit Sous le sceau de l'hiver, je me suis jetée sur l'exemplaire que j'ai vu en bibliothèque. Alors pour le coup, quand je dis que c'est un mini coup de cœur, en fait, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans parce que tout le personnage principal est un personnage non binaire et du coup la narration est faite avec le pronom elle et c'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude de ça. En fait c'est la première fois tout simplement que je lisais un roman avec le pronom elle et au tout début j'avais vraiment du mal du coup à me situer le personnage principal donc, qui s'appelle Camille et par contre, après, par la suite, j'ai adoré découvrir cet univers. Hermine Lefebvre a vraiment un don avec les relations entre ces personnages. Là, on suit notamment un duo qui va enquêter sur une suite de disparitions de membres de l'armée de la Reine de l'Hiver. La Reine de l'Hiver pense que c'est la Reine des Elfes de l'été qui est responsable, mais pas... Enfin, la Reine des Elfes de l'été se défend en disant qu'ils n'ont rien à voir avec cette affaire et du coup Camille va enquêter avec un jeune homme qui se retrouve là par hasard malgré lui qui tentait de se suicider mais en fait dans l'univers des Hermine Lefebvre quand un personnage comme le garçon qui fait équipe avec Camille passe un contrat avec les elfes, il est lié à vie et en fait ce jeune homme a tenté de se suicider. Donc gros trigger warning dans ce roman-ci, ça parle de suicide, d'envie de suicide notamment, très très bien fait d'ailleurs. Et du coup ce garçon n'a d'autre choix par son contrat forcé de obéir à la reine des elfes de l'hiver en enquêtant sur, à sa demande sur les disparitions de soldats de son armée. Et du coup, tous deux vont essayer de se lier une sorte de relation d'entraide. Et j'ai trouvé cette relation très bien faite. C'est pour ça que je dis que Hermine Lefebvre a un don avec les relations entre ses personnages parce que j'ai retrouvé cette même hype autour de la relation que j'avais tant aimée dans la relation entre les personnages d'Hermine Lefebvre dans Cathédrale. Et là, à nouveau, j'ai été vraiment plongée à fond dans l'ambiance de son roman, mais aussi dans la relation entre l'héroïne, enfin pas l'héroïne, du coup Camille, le personnage principal, et le garçon, j'ai oublié le nom de ce personnage que j'ai pourtant bien aimé, parce que tous deux ont des caractères qui sont loin d'être évidents à cerner. Ils ont tous deux eu des difficultés par leur passé, que ce soit au sein de leur famille, de leur relation, de leur vécu. Ils ont eu beaucoup de difficultés et tous deux réussissent à tisser une relation malgré les difficultés qu'ils ont entre eux. Et j'ai trouvé cette relation vraiment très bien menée, très bien faite. J'ai trouvé que Hermine Lefebvre parlait très bien du personnage non binaire que représente Camille. C'est pas là juste parce qu'elle voulait un personnage non binaire. On sent qu'elle connaît le sujet, elle le maîtrise parce qu'elle prend vraiment le temps de définir l'identité de Camille, mais justement les difficultés de Camille pour définir son identité par rapport à tous les préjugés qu'ont les gens sur elle et le fait, enfin, ou lui, du coup, enfin, à elle, comme c'est le pronom qu'on utilise dans ce cas-là, comme à elle a du mal à se définir, à trouver sa propre identité,
Hermine Lefebvre démêle tout ça avec brio, je trouve, dans son roman, même si du coup, comme je vous le disais, j'ai mis un peu de temps avant de rentrer à cause justement de l'utilisation de ce pronom auquel je suis pas habituée, mais finalement, très rapidement, j'ai réussi, je me suis tout de suite représentée à l'image vraiment par rapport aux descriptions de Hermine Lefebvre, de Camille et du personnage qui l'accompagne. Je trouve qu'elle fait de très belles descriptions de ces personnages, ce qui fait que j'ai vraiment visuellement pu me représenter ces personnages dans ma tête. Et du coup, à partir de là, ma lecture a été beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et vraiment, j'ai adoré. Même si c'est très sombre, je mets des avertissements parce que ça parle notamment de violence familiale, d'envie, de suicide et de drogue aussi. Ça parle de sujets assez sombres, mais très bien fait. C'est vraiment pour faire de la prévention. Et du coup, oui, je trouve que c'est très bien fait dans le roman. Donc, je vous le conseille, je vous le conseille à 90% parce que, comme je vous le disais, c'est très sombre et ça aborde des sujets complexes et compliqués à ne pas mettre entre toutes les mains, du coup. Et il y a vraiment eu même des effets, des retournements de situation que je n'ai pas vu venir pour un roman young adulte. Déjà, dans Cathédrale, c'est le cas. Là, il y a un gros retour, enfin un seul que je n'ai vraiment pas vu venir. Il y en a un autre qui m'a assez surprise aussi, mais en y réfléchissant, j'avais quand même quelques indices qui m'avaient mise un peu sur cette piste-là. Mais il y a vraiment une grosse révélation qui est faite où je ne m'y attendais pas. Et du coup, c'est un très bon point pour moi qui fait que je vais retenir cette lecture. Ensuite, j'ai lu pour le challenge de la bouquinade l'Ascension des dragons. Alors, j'ai un avis mitigé pour celui-ci. On est dans un univers avec des dragons, mais à notre époque, à nous, contemporaine, où on suit des personnes qui ont hérité des dons, des pouvoirs des dragons qui ont disparu. Et ces personnes qui ont hérité des pouvoirs des dragons essayent de cacher leurs secrets aux humains lambda. Sauf qu'un événement va faire qu'ils vont être plus ou moins obligés de se dévoiler et il va y avoir plein de rebondissements. Alors là où je suis mitigée, c'est que j'ai eu beaucoup de mal avec le style d'écriture qui est très brut en fait. Pour moi, c'est l'autrice raconte l'histoire comme si elle voulait raconter à l'oral et du coup c'est un style très brut et il n'y a pas vraiment de style d'écriture comme on peut voir par exemple à la plume de Margaret Rogerson ou même de Hermine Lefebvre. C'est beaucoup plus brut et du coup j'ai eu beaucoup de mal avec le style d'écriture. J'ai même cru que j'allais abandonner d'ailleurs ma lecture, mais bon, j'ai continué parce que là où ça a plus attisé ma curiosité et que j'ai trouvé original pour le coup, c'est le fait de mettre, d'insérer l'intrigue des dragons à notre époque contemporaine, ce qui est plutôt rare. En général, c'est souvent soit bah, à l'époque médiévale ou à la Renaissance ou à une époque historique tout du moins. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez original pour le coup d'avoir inséré les dragons dans notre époque à nous. Et il y avait un bon feeling entre les personnages aussi. Et alors par contre, c'est vraiment de la jeunesse. Et du coup, je suis pas du tout le public visé. C'est pour ça que je suis mitigée, c'est que j'ai pas du tout réussi à m'attacher aux personnages. Les relations entre eux étaient mignonnes, mais c'est tout quoi. J'ai pas réussi vraiment à rentrer dans leur quête, à rentrer à ressentir vraiment leur peur. C'est même l'héroïne, d'ailleurs, même si je trouve certaines de ses réflexions et de ses décisions assez intéressantes, pour le coup, il y a trop de questionnements qu'elle se fait que j'ai trouvé pas cliché, mais c'est attendu. C'est tellement attendu que des fois je me dis, j'ai soufflé, soupiré à plusieurs reprises en levant les yeux au ciel en me disant, bah oui, c'était forcément, c'était attendu qu'elle prenne cette décision-là.
Pas forcément à chaque fois, comme je le disais, des fois elle prenait des décisions assez risquées, ça c'est un très bon point du coup, mais il y a plusieurs fois où j'ai quand même pas mal soupiré en levant les yeux au ciel, notamment par rapport à la romance. Je suis désolée, je suis pas faite de romance et du coup ça s'est clairement ressenti ici. J'ai pas accroché du tout à sa romance avec le personnage. J'ai pas la mémoire des noms des personnages avec qui elle noue sa relation. Voilà, donc du coup j'ai un avis très mitigé. Autant il y a eu pas mal de rebondissements qui font que c'est fluide et il y a un bon rythme de lecture dans ce roman-ci. Donc je pense que pour un public jeunesse, voire adolescent, ça peut totalement convenir. Mais c'est vrai que bah, j'étais pas la cible et du coup j'ai pas plus accroché que ça, que ce soit au style d'écriture ou au personnage ou même à l'intrigue, points assez originaux comme le fait que ça se passe à notre époque à nous et qu'il y a plusieurs questionnements politiques, raciaux aussi par rapport au fait que bah, une partie des personnages, enfin les personnages soient des descendants des dragons et d'autres créatures fantastiques aussi, où il y a des problèmes sociaux entre eux notamment. Ça relève des questionnements assez intéressants du coup pour un public jeunesse. Mais voilà, je le conseillerais vraiment pour un public jeunesse, jeunesse ado. Ensuite, toujours pour le challenge de la bouquinade, j'ai lu Tarot. Alors celui-ci, je l'ai rajouté, il n'était pas dans ma pile à lire de base. Je l'ai rajouté puisque bah, quand je l'ai lu, en fait, aussitôt reçu, aussitôt lu, j'ai adoré cet univers. Je ne me suis pas précommandé le tome 2, mais je vais me l'acheter parce que vraiment j'ai adoré. On est dans un univers qui s'inspire des cartes du tarot. Donc on a des personnages comme la tour, le pendu, la mort, tout ça, typiquement tiré des légendes autour des cartes du tarot, et c'est un univers hyper riche, hyper intéressant à découvrir. Et là pour le coup, enfin, même si on est dans un roman typiquement ado, voire jeune adulte, j'ai adoré pour le coup. Et là justement je disais que dans l'Ascension des Dragons il n'y avait pas trop de recherche de style d'écriture. Là déjà c'est un peu plus recherché en termes de lexique, de lexique pour les mots qu'utilise l'auteur dans ses phrases. Je veux dire, c'est un peu plus recherché. Il y a des expressions que j'ai trouvées très sympas, notamment dans son univers. Et du coup, ouais, à la lecture, j'étais plongée à fond dans l'univers. Je me représentais totalement les descriptions dans ma tête, des personnages, des descriptions de lieux, pareil. J'ai adoré découvrir cet univers et je vais lire avec plaisir le tome 2. J'ai adoré notamment les relations des personnes. Et moi qui suis pas faite de romance, bah pour le coup, franchement, j'ai beaucoup aimé la romance d'ici et je trouve que Rune, le personnage principal, match très bien avec ses trois concurrents. Donc en fait, pour le moment, à la lecture du tome 1, je ne saurais pas dire si le couple dans lequel il se met, je vais pas dire révéler le nom avec qui il se met dans ce tome 1, mais que ce soit lui avec qui il reste dans le tome 2 et 3 par la suite, ou avec deux de ses deux autres concurrents qui se battent pour lui, enfin qui se battent, qui cherchent à sortir avec lui. Franchement, je ne saurais pas dire avec qui il va finir, même s'il y en a un qui ressort. Pour moi, les trois se valent en fait et ils matchent très bien avec ces trois personnages-là. Donc pour le coup, franchement, je trouve que la romance, en tout cas les relations entre les personnages est suffisamment bien entretenu pour que je puisse bah, m'accrocher à la romance, aux enjeux de la romance qui n'est pas encore totalement défini dans ce tome 1. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai envie de lire la suite, le tome 2, pour voir comment les relations des personnages vont évoluer et en savoir plus aussi sur l'univers, parce que franchement l'univers est génial. Sur les cartes du tarot, je pensais pas m'accrocher autant à l'originalité de l'univers de l'auteur, mais franchement j'adore l'originalité
toute l'originalité de ce qu'il apporte dans ce roman-là. Je trouve ça génial, et même les personnages, j'ai adoré les personnages. J'aime beaucoup justement les prises de décision que prend Rune, et la façon dont il se lie avec son acolyte et garde du corps, donc qui s'appelle Brand. Je sais pas comment on prononce son prénom. J'aime beaucoup comment il développe sa confiance avec lui, et tout ce qu'on apprend petit à petit sur le passé de leur relation, sur le passé de la famille de Rune qui a été totalement massacrée. Et il y a beaucoup de mystères suffisamment pour m'intriguer pour le tome 2. Et franchement, comme je vous le dis, c'est un très bon roman, un excellent roman jeunesse, pas vraiment, mais au moins adolescent, qui a beaucoup d'intrigues, pas forcément complexes, mais intrigantes. Des intrigues intrigantes, oui, je sais. Mais voilà, des traits de son histoire, de toutes les histoires en fait qui m'intriguent suffisamment pour pouvoir continuer ma lecture, et je pense que je vais enchaîner vraiment les 3 tomes pour le coup. Donc vraiment un de mes plus gros coups de cœur de cet été. Et toujours pour le challenge de la bouquinette, qui fait aussi le lien avec le Ice Cream Summer Challenge puisqu'il était dans les 2 pales. J'ai lu Les Baleines Célestes de Elodie Serrano aux éditions Plume Blanche. Celui-ci, c'est un roman qui date de 2016, je crois. Donc ça fait un moment que je l'ai. Là, on change totalement d'ambiance puisqu'on est en plein cœur de la galaxie. On suit l'équipe de Alexandra Lewinsky, qui est la capitaine d'un vaisseau spatial qui va par accident laisser échapper une baleine céleste, qui sont des animaux mythiques de la galaxie, géants, et en fait elle se dirige tout droit au cœur de la capitale historique de la galaxie, cette baleine, et du coup l'équipage doit tout faire pour essayer de la dévier du trajet pour sauver un maximum de personnes. Et là où j'ai adoré, c'est que en fait ça m'a fait penser à un épisode de Doctor Who. Tout le long, j'ai pensé à cet épisode de Doctor Who qui est la planète du diable, donc dans la saison 2 de Doctor Who. Et ça m'a fait penser à ça vraiment tout le long de ma lecture. J'ai ressenti cette même ambiance au sein du vaisseau spatial, que du coup je me suis représentée comme dans l'épisode de Doctor Who. Il y a un personnage qui s'appelle Nathan. Il y a un personnage qui s'appelle Nathan, qui est un scientifique assez excentrique, qui m'a beaucoup fait penser justement au docteur, et pour le coup au 11e docteur. Il a des mimiques et des traits de caractère qui m'ont fait beaucoup penser au 11e docteur, donc interprété par Matt Smith dans Doctor Who. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment de la jeunesse, ça se lit tout seul. C'est très bien écrit pour de la jeunesse, je trouve. Là, il y a de la recherche lexicale aussi. On sent que l'autrice a pris le temps de réfléchir à la narration de son roman. Son roman est... Regardez, c'est très espacé. Ça se lit, comme je vous le disais, ça se lit tout seul, c'est écrit gros. Et entre chaque chapitre, vous avez des chapitres, des pages comme ça qui présentent le prochain chapitre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce voyage en plein cœur de la galaxie, que je me suis là aussi totalement représentée grâce aux descriptions de l'autrice. Et pareil, je me suis vraiment représentée les descriptions du vaisseau, des personnages. C'est en ça en fait où je trouve que les auteurs qui écrivent très bien me permettent de me représenter les personnages et les descriptions des lieux. Parce que, par exemple, dans l'Ascension des Dragons, ça me l'a pas fait, alors que ça me l'a fait totalement pour Tarot et les Baleines Célestes, où j'ai totalement pu me représenter les personnages et les lieux. Et là, par contre, comme c'est un one-shot, c'est vrai que les intrigues se dévoilent assez facilement. On a les solutions assez rapidement. Il n'y a pas de temps mort, c'est très rythmé. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Franchement, celui-ci, je l'ai lu en une soirée.
Et si vous voulez découvrir une nouvelle autrice des éditions Plume Blanche, nouvelle, sachant qu'elle a été publiée en 2016, elle n'est pas tant si nouvelle que ça, mais si vous voulez découvrir une autrice pas très connue chez Plume Blanche, je vous conseille fortement ce roman-ci. Et ensuite, on passe à mes différents avis pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans qui me restent. Donc, ce sont 7 romans que j'ai lus pour le Ice Cream Summer Challenge. J'en ai rajouté un 8e qui n'était pas dans ma pile à lire de base, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque. C'est La Brigade de Breads. Je crois que ça s'appelle comme ça, je vous mets la fiche avec le titre juste ici. C'est un roman de Cozy Mystery qui se passe en Bretagne, où là on va suivre 3 jeunes femmes qui font partie d'une même famille. Donc il y a la grand-mère, la mère, la petite fille qui enquêtent toutes ensemble sur un meurtre d'un musicien qui fait partie d'un orchestre de musiciens qui ont un nom spécifique. C'est les orchestres de Bretagne qui jouent la musique bretonne. Et ce musicien va se retrouver assassiné dans sa chambre d'hôtel. Et les 3 femmes vont enquêter puisque la grand-mère pourrait potentiellement faire partie des suspects. Et en fait, elles adorent enquêter toutes les 3. Et voilà, c'est le premier tome de cette série de Cozy Mystery où on suit chaque tome du coup ces 3 femmes qui enquêtent sur différentes affaires. Et j'ai bien aimé, là aussi, alors j'ai bien aimé mais sans plus, c'est pas la série Cozy Mystery qui va me marquer, le plus me marquer. J'ai bien aimé le fait que ça se passe en Bretagne et pas au Royaume-Uni, comme c'est généralement le cas. Là, on a vraiment les descriptions de l'ambiance bretonne, notamment au sein de l'orchestre où on présente plusieurs musiciens de cet orchestre breton. On ne sait plus comment ça s'appelle, le terme exact de cet orchestre-ci. Et du coup, on en apprend pas mal sur le sujet. J'ai bien aimé la façon dont se déroulait l'enquête, dont on avait petit à petit les indices qui nous permettaient de réfléchir en même temps que les personnages. C'est quelque chose que vraiment je recherche quand je lis un roman policier, que ce soit Cozy Mystery ou roman policier ou thriller. Quand je lis ce genre de roman-là, je veux pouvoir réfléchir en même temps que les personnages et pouvoir moi aussi mener l'enquête de mon côté. Donc là, c'était le cas. J'ai bien aimé la manière dont les personnages réussissaient à trouver le coupable, puisque même moi, franchement, je l'ai vu venir du coup, puisque, comme je le disais, le fait qu'on ait les indices en même temps qu'eux, ça permet d'avoir une avance sur la solution de l'enquête. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais c'est pas non plus la série Cozy Mystery à découvrir absolument. Mais si vous voulez changer de décor pour un Cozy Mystery et lire quelque chose qui se passe en Bretagne, je peux vous conseiller ce premier tome. Ensuite, j'ai lu L'Antilune de miel de Christina Lorenz. Là aussi, ça a été une très bonne surprise. Ça a été vraiment la grosse révélation de cet été. Je ne pensais pas aimer. Donc là, si vous ne connaissez pas L'Antilune de miel, qui est un roman assez populaire quand même, on suit Olive qui est habituée à être la jumelle malchanceuse. Et quand sa jumelle va se marier, le jour de son mariage, en fait, il y a une intoxication alimentaire qui va faire que tous les invités et les 2 mariés vont être malades et du coup les 2 mariés ne peuvent pas partir en lune de miel et proposent à Olive et le frère du marié de partir à leur place en se faisant passer pour un couple, puisque le voyage est déjà tout frais payé et du coup ils ne peuvent pas annuler. Et voilà, donc ils proposent à la sœur et au frère du marié de partir à leur place en se faisant passer pour un couple, sauf que bien sûr les 2 ne se supportent pas et vont devoir essayer de trouver un terrain d'entente pour pouvoir se faire passer pour un couple le temps de ce voyage. Et franchement, vraiment que j'allais m'ennuyer et en fait et que ça allait me décevoir, et en fait pas du tout.
J'ai été vraiment très agréablement surprise par ce roman, par la façon dont la romance tourne et se construit aussi. Et la relation entre Olive et Ethan, je la trouve très bien construite, très fluide. Elle prend vraiment le temps de faire correspondre ces personnages, de les faire se comprendre, de les faire se lier et de les faire s'apprendre aussi entre eux. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'ils ne vont pas se retrouver en couple à partir des 20 premières pages. Ils prennent vraiment le temps de se connaître avant de se mettre en couple. Et j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment une très bonne alchimie. Franchement, j'étais très agréablement surprise par cette lecture. Et du coup, on m'a conseillé d'autres romans de cette autrice qui, moi, qui ne suis pas fan de romance à la base, bah, du coup j'ai très envie d'en découvrir d'autres. Je ne sais pas trop comment développer en dehors du fait que la romance est toute mignonne et est très bien développée, puisque il n'y a pas tant d'autres intrigues que ça. J'ai beaucoup aimé l'alchimie entre les deux sœurs et la confiance que se vouent Ethan et son frère qui pour le coup non, je peux pas dire ce que j'ai pensé de son frère, ce serait spoiler l'histoire, mais il y a une très bonne alchimie entre les personnages. J'ai adoré la conclusion de cette histoire. Une romance que je recommande, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc allez-y, je peux que vous le conseiller celui-ci. Ensuite, j'ai lu enfin Un long voyage de Claire Duvivier aux éditions Aux Forges du Volcan. C'est un roman que je possède là aussi depuis des années. Dans un roman de fantasy, on suit Lies qui doit quitter son village natal à la mort de son père. Et c'est un personnage qui va de voyage en voyage rencontrer une personne qui va devenir très influente dans la politique de son royaume, donc Malvin Zelina. Et on va suivre l'évolution de ce personnage-ci qui raconte du coup comment il a vécu la position de Melvin Zelina qu'elle a réussi à avoir en tant que politicienne, ce qui n'était pas donné à tout le monde à l'époque. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ça? J'ai trouvé que c'était magnifiquement bien écrit. J'ai adoré la narration de ce roman. C'est très nature. Il y a un côté très nature wanting, mais du coup côté fantastique, fantasy. Enfin, c'est de la fantasy du coup. Il y a un côté très nature, très écologique. Il y a tout un côté politique que j'ai adoré découvrir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de découvrir justement cette intrigue politique à travers le point de vue d'un personnage qui n'en a rien à faire. Et ça montre justement toutes les questions que se pose le peuple de ce royaume-ci et qui ne sont pas forcément les premiers au courant. Et en fait, il va y avoir plein de questionnements sur l'actualité de ce royaume. C'est assez court, hein, c'est très court, mais c'est très bien fait, c'est vraiment très bien fait. Alors je sais pas du côté politique, mais pas que ça aussi. Questionnement sur la construction d'une ville qui va se faire aussi, qui est le gros projet mené par Malvin Zelina. Et c'est une ville qui est amenée à se développer. Et franchement, c'est hyper intéressant. Si vous aimez tout ce qui est construction de jeux de construction de villages, tout ça, je ne peux que vous recommander ce roman. Il y a aussi un côté du coup très féministe qui est représenté dedans, puisque ça montre l'évolution d'un personnage féminin au sein du domaine politique de son univers de fantasy ici. Et franchement, c'est très bien fait. C'est très bien fait, c'est très bien écrit. Et si vous cherchez un court roman de fantasy où il ne se passe pas non plus 50 000 combats, c'est très descriptif, c'est très visuel. Je ne peux que vous recommander ce roman qui était très beau et qui fait passer beaucoup de messages aussi bien politiques que sociaux, que culturels, que écologiques aussi un petit peu. Et franchement, en un seul roman, je me suis retrouvée plongée dans cet univers.
qui est assez court, mais qui fait très bien son job de one-shot de fantasy. Ensuite, j'ai lu bien sûr le tome 2, oui, c'est le tome 2 du grand maître de la cultivation démoniaque de Motion Tongxiu. C'est, comme je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, le roman qui a connu l'adaptation de The Untamed. C'est le roman d'origine de The Untamed et j'ai adoré lire ce tome 2. J'ai hâte de lire le tome 3, dont je pense que ce sera le dernier par rapport au moment où se termine ce tome 2. Alors je peux pas trop vous en dire, ce serait vous spoiler. Comment vous résumer ça simplement? C'est vraiment pas évident. En fait, il y a deux temporalités dans cette intrigue. On suit le présent des personnages où Wei Xian, qui est un ennemi de son peuple auparavant, qui se réveille et en fait on va avoir des flashbacks de 16 ans auparavant durant la jeunesse des personnages quand ils étaient adolescents, où on va découvrir pourquoi Wei Wuxian a été assassiné alors qu'il il était connu comme un grand cultivateur de son peuple, et sa déchéance et notamment la construction de son amitié avec Lan Wangji. Et ils vont partir en quête pour essayer de comprendre déjà ce que veut celui qui a ressuscité Wei Wuxian, donc il est obligé d'accéder à sa demande. Et en enquêtant là-dessus, il va découvrir des indices sur ce qui s'est réellement passé 16 ans auparavant, lorsqu'il a été assassiné, lorsqu'il a perdu le contrôle de ses pouvoirs démoniaques, qu'il utilisait lui pour le coup pour aider les gens, mais c'est pour ça qu'il était mal vu par son peuple et considéré comme l'ennemi numéro un de son peuple. C'est que c'était des pouvoirs jugés démoniaques, même s'il les utilisait pour aider les gens. Et j'adore, c'est de la fantaisie chinoise, donc c'est très complexe à comprendre, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en lire. Je ne vous conseillerais pas du coup de commencer par celui-ci si vous voulez découvrir la fantaisie chinoise. Et ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est que il prend tout le temps de s'intéresser à une partie de l'histoire que j'aime énormément, et que je peux pas vous dévoiler, du coup ça va être assez flou comme avis, mais il y a toute une partie de l'intrigue ici où on est dans le présent, et il y a un côté de l'intrigue qui se passe dans le futur où on comprend certaines choses par rapport aux personnages, aux agissements de certains personnages. Et c'est ce que j'aime dans cette partie-là, c'est qu'elle se concentre vraiment là-dessus. Et c'est tout ce que je peux vous en dire pour ne pas vous spoiler. Si vous avez regardé au moins le drama The Untamed, c'est mon drama chinois préféré. Pour moi, ça a été une révélation incommensurable dès que j'ai découvert cet univers. Et je ne peux que vous recommander, si vous voulez en découvrir plus dessus, regardez au moins le drama ou l'animé qui est toujours en cours de production. Et c'est un univers incroyable, incroyablement complexe, mais incroyablement intéressant, incroyablement riche en personnages, hyper intéressant à analyser. Un univers pareil qui est hyper intéressant à essayer de comprendre toutes les ficelles qu'utilise l'autrice par rapport à notre univers à nous, à notre passé historique à nous, qu'elle retranscrit dans son univers. Et elle se pose plein de questions aussi par rapport à la politique. Elle prend aussi vraiment le temps de développer les différentes relations sociaux qu'il peut y avoir entre les personnages de ce roman, donc que ce soit ceux qui font partie vraiment du monde de la cultivation entre les différentes guildes ou enfin sectes, c'est nommé comme étant des sectes dans cet univers-ci, mais aussi tout ce qui est du coup social en dehors du monde de la cultivation, ce que pensent les gens lambda du peuple, du monde de la cultivation, tout ça. Il y a tout cet aspect hyper intéressant et vraiment beaucoup de bonnes choses à découvrir dans cet univers-ci. Donc, si vous avez peur de vous lancer dans le roman, découvrez au moins l'animé ou le drama. C'est vraiment un univers hyper riche que je ne peux que vous recommander si vous voulez en savoir plus sur la fantaisie chinoise. Foncez.
Ensuite, j'ai lu le premier tome des Lames du Cardinal de Pierre Pével. Là, c'est encore un univers avec des dragons. Moi qui n'ai pas l'habitude des dragons en termes de créatures de l'imaginaire, c'est vrai que les dragons, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai adoré les Lames du Cardinal. J'ai adoré l'univers de Pierre Pével, en fait, la plume de Pierre Pével que j'adore, qui est écrit du coup Le Paris des Merveilles que j'adore. Dans les Lames du Cardinal, on est en 1633, à l'époque de Louis XV, où du coup on connaissait surtout son cardinal Richelieu. Et là, on sait que les dragons se sont cachés parmi les humains et font complot sur complot à la cour du roi pour tenter de prendre le dessus sur les humains pour contrôler l'Europe. Et si vous aimez les Trois Mousquetaires et tout ce qui est roman de cap et d'épée, vous allez adorer les Lames du Cardinal. Si vous aimez tout ce qui est complot politique, complot à la cour, les combats entre les dragons, les humains, entre les différentes créatures, c'est vraiment un univers qui est fascinant, je trouve, à découvrir dans ce premier tome. Je vais lire là le tome 2 dans pas longtemps, je pense. C'est un univers que j'ai trouvé fascinant par rapport à ces personnages. La plume de Pierre Pével est merveilleuse, encore une fois. Là aussi, je me suis vraiment totalement représenté les descriptions de l'époque, que ce soit les maisons, les décors, les costumes des personnages. Vraiment, je me suis totalement représenté les décors et l'ambiance, la manière dont les dragons interagissent, se dévoilent petit à petit dans cet univers-là. C'était très intéressant aussi. On sent qu'ils font hyper attention et que ce sont des ennemis puissants pour les humains. Les deux côtés sont très intelligents et c'est toute cette intrigue, ce duel entre les dragons et les humains que j'ai hâte de poursuivre, en fait, de découvrir, parce que c'est vraiment hyper intéressant à découvrir. Ensuite, j'ai dit que j'essayais d'être bref dans mes avis, donc c'est pour ça que je passe assez rapidement sur chaque roman. J'ai lu le premier tome de La Dernière Geste, premier chant de Morgan of Glencoe, qui s'appelle Dans l'ombre de Paris. Là aussi, on est à l'époque, alors c'est pas la même époque qu'ici, on est entre le Japon et la France en termes d'intrigue. On va suivre la princesse Yuri qui reçoit un jour une lettre de son père où elle découvre qu'elle a été fiancée au futur héritier du trône de France, alors que ça faisait partie de la seule promesse qu'elle avait réussi à faire avec son père, de pouvoir faire en sorte qu'elle puisse choisir son mariage. Mais apparemment, son père n'a pas tenu promesse et l'a fiancée avec l'héritier du trône de France. Et Yuri va voyager là-bas et on a aussi tout un univers fantastique avec des comment ça s'appelle, des stalkers, je crois, des stalkers, quelque chose comme ça. Alors c'est très sombre, c'est vraiment très sombre. Dès les premières pages, il y a une scène qui m'a fait retourner le cœur, qui m'a choquée. Il y a une scène vraiment choquante dès le début et c'est assez horrible à découvrir du coup, mais c'est très bien fait. L'univers est assez dense, là aussi, assez complexe en termes d'intrigue politique, puisque du coup, ce sont deux royaumes qui se lient entre le Japon et la France. On suit surtout le personnage de Yuri ici, qui est fasciné par ces créatures considérées comme des esclaves en fait, qui sont j'arrive pas à prononcer, des skalti, je crois, ou des stalki, voilà. Et elle est fascinée par ces créatures-là qui sont très mystérieuses encore pour elle. Et elle n'arrive pas à comprendre totalement pourquoi ils sont traités comme des esclaves. Elle a de la peine pour eux et hyper prenant. C'était vraiment hyper prenant à suivre toute son épopée et ses rencontres aussi, ses différentes rencontres
Puis il y a aussi tout le fait que son fiancé, donc le prince héritier de France, essaye de la retrouver sans se douter que sa future épouse en fait vit sa meilleure vie en, en voyage, en voyage à travers ses rencontres. Et la fin de ce premier tome se termine de manière assez intense et j'ai très envie de découvrir la suite du coup. Donc je vais me la procurer très rapidement je pense parce que la fin du tome 1 était assez intense en émotion et voilà. C'est un univers que je vous conseille vraiment si vous aimez tout ce qui est fantastique entre historique, entre deux royaumes comme ça avec des complots politiques, mais pas que. Il y a aussi des relations que j'ai beaucoup aimées dans ce roman-ci. Alors, des relations même entre les personnages détestables, hein, c'est justement, ils sont très bien faits et on ne peut que adorer les détester. Il y en a vraiment aucun que j'ai vraiment détesté à 100%, comme par exemple on déteste Ombrage dans Harry Potter. C'est des personnages qui ne sont pas là pour être aimés, mais il y en a certains où j'ai surtout ressenti de la peine pour eux, et il y en a aucun où j'ai vraiment détesté, vraiment détesté quoi. C'est pour ça que je dis que j'ai adoré les détester, parce que en soi ils sont aussi attachants, et c'est pas ils sont pas méchants juste pour être méchants, ils ont vraiment eux aussi toute une histoire et ils ont leurs propres raisons d'agir comme ça. On peut pas vraiment dire qu'ils sont même méchants, puisque finalement ils ont évolué dans leur univers comme ils ont été instruits, la façon dont ils ont été élevés en fait. Même Yuri d'ailleurs, qui a été élevé pas que l'héritier de France, que ce soit lui ou Yuri ou d'autres personnages, ils ont été élevés comme ça, on leur a présenté le monde comme ça. Et du coup, chacun a une vision différente. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas réussi à détester, par exemple, l'héritier du trône de France, qui a des visions très carrées sur ce qu'il doit faire et ce qu'il pense être juste. En fait, il est persuadé que ce qu'il fait, c'est juste. Et c'est pour ça que ça en fait un personnage hyper intéressant. Je trouve que tous les personnages sont assez intéressants dans ce roman-ci. Et comme je le disais, j'ai beaucoup aimé suivre les différentes relations et les raisons de ces relations qui se construisent au fur et à mesure. Et ça en fait un roman très riche. Et en plus de tout ça, c'est très bien écrit. La plume de Morgan Ordenko fait que on est vraiment plongé dans son univers. Je dis ça pour tous les romans que j'ai lus, mais c'est vraiment le cas pour les romans que j'ai lus ici. Bon, du coup, sauf l'Ascension des Dragons, mais j'ai réussi à chaque fois vraiment à me propulser dans l'univers de ces auteurs-ci. Donc ça veut dire que j'ai très bien choisi mes lectures de l'été. Et dans l'ombre de Paris, si vous aimez la culture japonaise, les fae, tout ça, bah, là c'est pas vraiment des fae, c'est des skalki. Vous avez compris. Et si vous aimez tout ça, je ne peux que vous recommander ce roman. Ensuite, j'ai lu, il y a tout qui s'écroule. Ensuite, j'ai lu le premier tome des Voleurs de Fumée. Enfin, là aussi, j'en suis restée mitigée. Je fais un très bref résumé. Du coup, on est dans un univers de fantasy où la fumée que laissent échapper les démons quand on les capture ont des capacités qui font développer la force de ceux qui se les procurent. Et du coup, il y a tout un marché qui se crée autour de ça. Et on suit plusieurs points de vue sur ces personnages qui sont à la recherche de cette fumée-ci. Et il y a aussi plein d'autres intrigues, notamment une grosse intrigue politique autour d'une famille royale. Donc il y a tout qui s'emboîte et on suit plusieurs points de vue de personnages différents qui se retrouvent plus ou moins mêlés. Donc c'est une sorte de... Ça a toujours été présenté comme une sorte de Game of Thrones pour adolescents ou young adultes, et je suis assez d'accord avec cette comparaison. Les événements que j'ai vus venir, que je voyais venir à des kilomètres à la ronde, plusieurs chapitres avant, c'est assez prévisible. Pour moi qui lis beaucoup de fantasy, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses assez prévisibles, ce qui fait que j'ai un avis assez mitigé pour ce roman. Je lirai quand même la suite parce qu'il y a
certaines intrigues autour de certains personnages que j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé notamment, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ebion, je crois. Ebion et la princesse Catherine aussi, qui sont en soi les deux personnages que j'ai le plus envie de retrouver. Et en fait, ce qui fait que je suis restée très mitigée, c'est que tous les personnages qui accompagnent les héros dont on suit leur point de vue, bah, finalement finissent à un moment donné par disparaître, ce qui fait que à aucun moment j'ai eu peur pour les personnages principaux. Mais il y a des personnages que je trouve très intéressants et c'est pour ça que je compte continuer ma lecture. Et il y a aussi, en dehors des personnages, l'univers les suites d'intrigues qui m'intriguent aussi beaucoup. Le personnage d'Edion, c'est ça, que j'aime beaucoup, et aussi sa relation avec, comment il s'appelle? J'ai toujours pas la mémoire des personnages, c'est horrible. Bref, il a une relation avec un autre personnage que j'aime beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai envie de poursuivre ma lecture. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Et enfin, je termine avec Esprit et créatures du Japon, illustré par Benjamin Lacombe. J'ai adoré. J'ai adoré me retrouver plongée là avec les illustrations de Benjamin Lacombe. En fait, j'étais vraiment plongée au cœur du Japon médiéval de l'époque, même avant médiéval du coup, au cœur de ces légendes-là. Et c'était comme si j'étais au Japon. Certaines nouvelles que j'ai préférées à d'autres, par exemple le Kitsune, ou encore c'est la légende autour du Kappa aussi que j'ai beaucoup aimé. Et plusieurs légendes que j'ai bien aimées. Je vous montre, j'essaie de vous trouver quelques illustrations de Benjamin Lacombe. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Nouvelles que j'ai bien aimées. Après, ça reste des nouvelles, donc je peux pas trop vous en dire plus. Regardez-moi ça. La traduction est très bien faite, je trouve. Comme je vous le disais, en fait, je me suis vraiment retrouvée plongée au cœur du Japon, et c'était super bien. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce bilan lecture. Je suis désolée, je sais que je suis restée assez vague dans mes avis. Je suis passée très vite sur les romans, mais c'était soit ça, soit une vidéo qui durait 3 heures. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.